Le constat qu'on a fait, c'est que l'espace public, historiquement, a toujours énormément bougé, mais là, il a évolué encore plus vite. Après l'adaptation à la voiture, il y avait les zones piétonnes, l'urbanisme tactique, post-Covid. Bon, et on a vu émerger là un espace parfois chaotique, pourtant émancipateur, ce qu'on oublie trop souvent, notamment pour les femmes. Comment on partage, comment on règle les conflits d'usage selon qu'on est piéton, handicapé, SDF, touriste, cycliste, en voiture, etc., livreur surtout. Et juste une petite citation que j'aime bien de Michéa Jacobi qui a écrit Le piéton chronique. La marche à pied est une maladie chronique et inoffensive. Elle est commune à une grande part de l'humanité. Le trottoir, c'est l'infrastructure des villes. Donc, ils existaient à Pompéi. Ensuite, ils vont disparaître des villes européennes. Et puis, ils vont surtout réapparaître à Londres en 1666, après le grand incendie de Londres. Et en France, finalement, ils vont arriver beaucoup plus tard. 1781, c'est une date importante. C'est à la fois l'année à laquelle Louis-Sébastien Mercier a écrit le tableau de Paris. D'ailleurs, il parle des premiers trottoirs, puisqu'il y en a qui viennent d'apparaître rue l'Odéon. L'acte fondateur des trottoirs, ça va être la loi sur le financement des trottoirs de 1845. La question va être de dire, pour favoriser les trottoirs, et notamment des trottoirs continus, non pas discontinus, eh bien, il faut aider, il faut que la collectivité vienne les financer et pas simplement les riverains. Et puis, la deuxième idée, c'était de dire que, au fond, le trottoir incarne les transformations de la ville et que sur le trottoir arrivent toutes ces mutations qui saisissent finalement la société, laquelle devenant de plus en plus urbaine se passe de plus en plus sur le trottoir. Le trottoir est une ressource clé pour un certain nombre d'acteurs que sont les commerçants, les restaurateurs, les gens qui veulent se garer, mais également les logisticiens, les opérateurs de mobilité type VTC. Et il me semble que les collectivités locales doivent en avoir conscience, puisque ça veut dire que c'est un outil de régulation pour justement réguler ces acteurs. Finalement, chaque année, on parle un peu des batailles du trottoir. Alors, vous voyez, il y avait eu 2021, c'était la bataille des terrasses à la sortie du confinement, et puis Saccage Paris. En 2019, il y avait eu la bataille des trottinettes. Je pensais que la bataille en 2022, ce serait la bataille d'Amazon. Elle n'a pas eu lieu. Il y a eu un peu la bataille des Dark Storks. J'aurais envie de penser que la bataille de 2024 ou 2025, ce sera autour du végétal. Est-ce qu'il faudra choisir entre l'arbre et la fontaine rafraîchissante, entre l'arbre et le banc, entre l'arbre et la poubelle pour les biodéchets? Je vais vous présenter un cas d'étude sur un projet qui fait suite effectivement au concours Europan 13 dont j'avais été lauréate à Saint-Brieuc en 2015. Donc Saint-Brieuc, c'est une ville qui est très en retard sur la qualité de ses espaces publics, une ville minérale, médiévale et totalement envahie par la voiture sur l'intégralité de ses places publiques, en tout cas jusqu'à l'année dernière. La particularité de Saint-Brieuc, c'est que c'est une ville qui a construit son centre historique dans une cuvette. Donc dans l'aménagement, il a fallu concilier dans la conception qu'on a proposée, ces enjeux hydrauliques qui sont majeurs et sur lesquels, s'ils sont mal gérés, il y a des risques importants de dégradation des bâtiments avec des infiltrations d'eau dans les caves et les fondations des bâtiments. Les élus n'ont pas souhaité se lancer dans la réalisation de la seconde place parce que c'est aujourd'hui un parking, donc ils n'ont pas affronté ce sujet de la suppression de ce parking, malgré que les études démontraient qu'il y a un surplus de parking dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Et donc ça a été la conciliation de l'ensemble de ces paramètres qui a abouti au dessin qu'on a proposé, c'est-à-dire sur la place, la partie la plus basse, la création d'un jardin dit jardin de pluie, qui a une vocation vraiment de récupérer l'ensemble des eaux de pluie de la place, le maintien d'une zone minérale très lisse et totalement fonctionnelle au pied de la cathédrale, qui valorise cet édifice et en même temps qui permet d'accueillir le marché et tout un tas de festivités. Et de la même façon sur l'autre place, une place très institutionnelle, donc avec un grand parvis minéral, et puis un jardin qui existe aujourd'hui, mais qui est peu mis en valeur, et qui lui est plutôt une sorte de théâtre de verdure face à la cathédrale. Donc l'objectif, c'est d'arriver à créer un îlot de fraîcheur dans un centre-ville médiéval, et je ne l'ai pas expliqué, mais il y a un dispositif très important qui est ce qu'on a appelé une rivière sèche, qui est cette ligne grise que vous voyez ici. C'est en fait un caniveau, mais rempli de pierres, de schiste, qui vient récupérer les eaux pluviales d'une partie de la place et qui alimente ces roselières. Pour moi, en tant qu'élu, je considère que ma
Mon travail quotidien dans cette casquette de ma vie, en tout cas quotidienne, c'est de faire des choix d'allocation de l'espace. Le mètre carré est très rare en général en ville, mais encore plus à Paris. Et 10 mètres carrés utiles pour garer une voiture, par exemple, c'est 10 mètres carrés qui ne sera pas utilisé pour un autre usage. Et quand on met tous ces mètres carrés les uns après les autres, et qu'on le compare avec la part modale, donc la réalité de l'usage et du bénéfice de la voiture, on se rend compte que les proportions sont totalement disproportionnées, puisqu'on estime à Paris, mais c'est le cas en ville en général, qu'on a plus de la moitié de l'espace public qui est occupé pour les véhicules, que ce soit en stationnement ou en circulation. Alors qu'à Paris, par exemple, les déplacements en voiture représentent que quelques pourcents des déplacements quotidiens. Chaque place de stationnement doit faire l'objet, pour nous, de combats politiques pour justifier pourquoi on la supprime, pourquoi on fait un trottoir alors que finalement les gens passent déjà très bien, pourquoi on ne peut pas mettre une terrasse, parce que finalement 80 cm de trottoir ça suffit, et pourquoi laisser 1,80 m, après tout les gens peuvent se faufiler. Donc cette question du choix d'allocation, pour moi, il est clé en ville. Et en plus, il faut anticiper. Parce qu'on pourrait se dire, la voiture représente 4% des usages, donc on va lui donner 4% d'espace public. Bon, ça ne marcherait pas, puisqu'il n'y a pas assez, la voiture est trop encombrante. En revanche, on ne peut pas se dire, aujourd'hui, le vélo, par exemple, à Paris, là, il fait 10-15%, mais il y a 10 ans, il faisait 3% des usages, donc on va lui donner que 3% d'espace public. Parce que si on fait ça, si on donne au vélo 3% d'espace public, le vélo restera à 3% de part modale. Depuis que j'ai été convié à ce débat, j'ai beaucoup observé en tant qu'usager. Et de ce point de vue-là, je me suis beaucoup interrogé quand même sur la capacité notre capacité à gérer ce vivre ensemble dans l'espace public. Je voudrais revenir là-dessus parce que ça m'a beaucoup marqué de voir comment il y avait des tendances à l'appropriation de son espace. Des voitures qui ne supportent pas que la voirie ne leur soit pas réservée à elles, la voiture dans son couloir, le bus dans son couloir, le vélo dans son couloir, le piéton dans son couloir. La cohabitation est difficile. C'est profondément lié aussi à une façon de vivre le collectif. Et je ne veux accuser aucun usager, mais par exemple la pratique de cet instrument-là, c'est absolument phénoménal. Ça pose la question du partage. Parce qu'à partir du moment où on est dans sa bulle et où on se dit qu'on est dans son propre espace, comment on gère la confrontation? Voilà, même moi je m'y mets, la confrontation aux autres. Une fois qu'on a dit ça, la parole est aux spécialistes. Comment on aide nos communautés à mieux vivre ces espaces? Et là, il y a plein de choses assez formidables qui se font partout. Il y a aussi une capacité à aller contre une volonté de tout envisager, de tout contraindre pour faire en sorte que les espaces vivent. Il peut y avoir une tendance à vouloir ranger et à dire voilà la place de chacun et donc on voit même dans certaines photos de Paris où au début on a une grande plaque d'enrobé et c'est un peu le bazar et puis après chacun est rangé dans son couloir, mais du coup est-ce que c'est un modèle de rue aussi qui est souhaitable toujours et partout, cette succession de tunnels en fait juxtaposés où chacun a sa voie et où finalement on fragmente l'espace et où on crée pour le piéton finalement aussi des ruptures à l'intérieur du profil de voie à travers les projets d'aménagement que nous on fait à l'agence, on a plutôt tendance à supprimer les trottoirs et supprimer les ronds-points des zones 30, oui. et en fait à tout mettre à plat de sorte que le piéton ait la liberté totale et ensuite par la régulation de la vitesse la voiture est mise au pas du piéton. Mais ça c'est des logiques qui fonctionnent plus à l'échelle d'une place qu'à l'échelle d'une rue. Et aussi d'une certaine façon des différences de comportement. C'est-à-dire que le piéton, dans cet espace ouvert, il va se comporter d'une certaine façon, et il faudra bien qu'il comprenne que quand il change d'espace, il doit se comporter différemment. Et c'est pas tout à fait évident. Parfois ça marche pas bien, justement parce que le piéton est formaté dans une grammaire très stricte et très en silo de la ville, et peut être désorienté lorsqu'on la supprime. J'ai un exemple très concret. On a mis en place des trottoirs traversants dans le Marais, quelques-uns, pas beaucoup, 2-3. C'est-à-dire ce principe, c'est que ce n'est plus le piéton qui descend sur un passage piéton et qui remonte. Le trottoir reste à niveau, ce sont les voitures qui montent et qui descendent.
Donc il n'y a plus de bandes de passage clouté, il n'y a plus de feux qui sont Oui, verts. c'est la continuité du C'est la piéton. continuité. Et c'est sur le papier, et ce qui se fait aux Pays-Bas beaucoup, c'est super. Les fauteuils roulants sont à plat, les poussettes aussi, et c'est les voitures qui s'arrêtent. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Les voitures ne s'arrêtent pas. Et on ne peut pas mettre un agent de police municipale à chaque carrefour. Et les gosses ont appris qu'il fallait traverser quand le bonhomme était vert. Et l'enfant, voyant qu'il n'y a pas de bonhomme, que la rue est continue, sans aucun marquage visible, quand il est sur trottinette, il continue. Et quand la voiture ne s'arrête pas, ça pose des problèmes. Et derrière, les parents d'élèves, qui sont pourtant notre public cible en termes d'apaisement de la circulation et du trafic, nous disent votre aménagement il met en danger nos enfants. Il faut vraiment penser le trottoir et la bande de stationnement comme étant peut-être quelque chose autour de la ville habitée, de la ville de la proximité. Moi, j'aime bien cette idée. Alors, c'est un peu des choux et des carottes, mais que en 10-15 ans, les logements en Ile-de-France ont perdu 10 mètres carrés. Et 10 mètres carrés, c'est précisément c'est la taille d'une place de stationnement, en fait. Quels sont les points saillants qui vous paraissent advenir, je ne sais pas comment dire ça, mettons dans 15 ans à peu près? Je pense que la question de la datation au changement climatique, elle est centrale. On a eu pas mal d'échanges avec l'agence de Philippe Prost, architecte du patrimoine, qui était en charge de l'élaboration du PSMV, donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Et eux, dans leur diagnostic, ils avaient identifié pas mal de cœurs d'îlots qui étaient en pleine terre. Et leur approche du patrimoine, ça a été de dire, certes, le patrimoine bâti, c'est important, il faut faire des actions pour le protéger, le restaurer, etc. Mais la pleine terre, c'est un patrimoine en soi. Et finalement, la définition du patrimoine, c'est ce qui aura de la valeur demain pour les générations à qui on va léguer ce patrimoine. Et donc la pleine terre, c'est un patrimoine au moins aussi important que le patrimoine bâti, voire peut-être plus, parce que c'est ça qui va rendre la ville, qui va préserver l'habitabilité de la ville. Dans 15 ans, ça ira tout encore, mais dans 30 ans, je ne sais pas si on pourra encore concrètement vivre des épisodes de chaleur dans cette ville, si on n'arrive pas à massivement végétaliser, rafraîchir. C'est-à-dire que le combat, il ne va plus être simplement une histoire de mètres carrés de trottoir, comme a soulevé Isabelle, il se passe en volume. Il faut faire un choix. C'est ça le sujet. Merci.